Dans cet épisode de Top List, nous allons regarder les listes justement qui sont arrivées dans les 4 premières positions du tournoi Frontline Gaming. Et nous commençons par un showdown. Dans ce showdown, dans le coin gauche de la table, nous commençons par le Codex Orc. Dans cette liste Orc, nous sommes déjà de clan culture Goff. Dans ce bataillon, en choix de QG, nous commençons par un Warboss en Warbike, avec en trait de seigneur de guerre, Brutal but Cunning, en relique d'Aquila Claw. Nous avons comme deuxième choix un World Boys avec en pouvoir psychique Jump et Fist of Gork. En troupe, nous retrouvons 2 unités de 10 Beast Naga Boys et 3 unités de 10 Gretchen, dont une des unités qui est améliorée en Horrible Gits. En élite, nous avons 3 unités de commando 2 de 10 avec leur Bomb Squig et la Power Claw sur le boss nob. Quant à la 3ème unité de 5, elle est toute nue. Nous avons ensuite une unité de 5 Mega Nobs avec leurs équipements basiques. En attaque rapide, nous avons 3 unités de Squigog Boys, chacune équipée de leur Bomb Squig. Et en soutien, nous avons le Battle Wagon avec le Death Rolla, ainsi que 2 Killrig. Pour le premier, nous avons en pouvoir psychique le Frazzle et le Squiggly Curse. Quant au second, nous avons le Spirit of Gork et le Squiggly Curse. Nous finissons cette liste avec un détachement suprême commandeur, en la présence de Ghazghkull Traka lui-même, en seigneur de guerre et avec son trait de seigneur Proper Killy. Pour continuer avec ce showdown, dans le coin opposé, nous retrouvons le Codex Space Marine du Chaos. Dans cette liste Space Marine du Chaos, Black Legion, nous avons un bataillon. En no-slot, nous retrouvons Cypher, qui permet principalement d'empêcher sur 4+, votre adversaire de récupérer des points de commandement, en excluant ceux que vous récupérez via le point de commandement bonus de votre armée Battleforge. Il vous permettra ainsi d'asphyxier vos adversaires ayant besoin de cette génération de points de commandement. Bien entendu, et nous le verrons dans le résumé du showdown, Cypher possède une autre petite capacité qui a permis aux joueurs de pouvoir scorer. En QG, nous retrouvons Abaddon the Despoiler en seigneur de guerre, avec ses 3 traits de seigneur de guerre, Merciless, Overseer, Eternal Vendetta et Paragon of Hatred. Nous avons ensuite un Lord Discordant avec le trait Indomitable et la relique Gorget of Eternal Hate. Il a bien entendu la marque de Nurgle. Pour finir avec les choix de QG, nous avons un Master of Possession avec la relique classique Liber Hereticus, la marque de Nurgle et en pouvoir psychique le Pact of Flesh et le Warp Morked. En troupe, nous retrouvons 2 unités de cultistes, ainsi qu'une unité de 5 légionnaires avec la marque de Nurgle, un point énergétique sur l'aspirant champion, un Marines avec le Bellfire Tom pour le pouvoir psychique Infernal Gaze, ainsi qu'un fuseur. En élite, nous retrouvons le maître des exécutions en Chaos and Divine pour la relique Uloka the Black qui permet d'infliger une mortelle par blessure réussite en plus des dégâts normaux. Comme dernier choix d'élite, nous avons l'unité de 10 possédés avec la petite relique Black Rune of Damnation. En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités de Chaos Spawn, une première de 2 Chaos Spawn et la deuxième unité d'un seul Chaos Spawn, ainsi qu'un Venom Crawler. En soutien, nous avons l'unité de 5 Avoc avec les 4 Reaper Chain Cannon, la marque de Nurgle et sur le champion Avoc, un pistolet plasma. Enfin, pour finir avec les choix de soutien, nous avons 2 unités d'un seul Obliterator. Du côté des choix de transport, nous retrouvons une Chaos Terax Pattern Termite avec les 2 Terax Heavy Flammer. Pour cette fois, nous avons la chance d'avoir Warboss Ben dans la maison pour parler du match lui-même. Donc nous sommes allés directement à la source et lui avons demandé de nous parler du match. Ben nous raconte sa partie. C'était la finale du Sokal Open, et la pression était forte. Je priais Gork et Mork en sachant que j'avais de grandes chances de tomber sur les tyrannides. Puis les appariements ont eu lieu, et je me suis retrouvé avec la Black Legion, pilotée par Alan. C'est un gars élégant et gentil, et nous nous sommes immédiatement entendus avec une énergie positive similaire, devenant les meilleurs amis du monde. Nous avons commencé par expliquer tous les trucs bizarres qui étaient uniques à nos factions, et les gotchas évidents qui existent dans nos codex. J'ai commencé le tournoi en sachant qu'il y aurait un grand nombre de Chaos Demon et d'armées Space Marines à affronter et j'ai ajusté ma liste en tenant compte de cette inévitabilité. J'ai modifié ma liste pour avoir moins de commandos que ce que j'avais utilisé et j'ai abandonné 2 personnages et 3 Meganobs pour Ghazghkull et un Warboss sur Warbike. Ce sont les éléments qui changent la donne dans ce match-up. Spoiler, ils m'ont fait gagner ce match. Le dernier tour était mon 4e match de la faction du chaos du week-end. La liste d'Alan comportait certaines des prises habituelles du Space Marine du chaos, Abaddon, le Lord Discordant, le Master of Possession, le Venom Crawler, les possédés, et d'autres plus farfelus comme les Obliterators et la Forestera. Je n'étais pas trop inquiet au sujet de la brique de possédés, ils ne sont pas si bien que ça dans ce match-up.
Surtout s'il charge un de mes killrigs avec le Ramshackle, le moins un dégât si je suis impacté par une force 7 ou moins, et j'avais beaucoup d'outils pour leur répondre. Ils sont cependant une partie importante de son plan de jeu, et je devais donc les faire tomber rapidement. Abaddon était un problème beaucoup plus difficile pour ma liste. Il peut être soigné avec le maître de la possession, et si je ne le manipulais pas correctement, il pourrait traverser toute mon armée. Ensuite, il y avait l'incroyable Lord Discordant qui, bien que moins inquiétant qu'Abaddon, pouvait me causer d'énormes problèmes. Alan a gagné le déploiement et a déposé des cratères au milieu de la table. En tant qu'événement FLG, le Sokal Open a utilisé un terrain placé par les joueurs. J'ai froncé les sourcils. Sachant que cela allait ouvrir de larges voies de tir pour lui et sa solide Black Legion, j'ai installé quelques décors me permettant de créer une rampe de lancer pour mes commandos, tout en ayant la possibilité de les cacher. Les déplacements évidents des marqueurs d'objectifs ont été effectués, et nous avons commencé le déploiement. Du côté de Ben, au niveau des secondaires, nous avons Assassination, Get the Good Beats et Stamp and Good. Du côté d'Alan, nous avons Assassination, No Prisoner et Behind Enemy Lines. Certains pourraient remettre en question mon choix de Stamp and Good, et dû aux petites unités de spawn et autres ramassages faciles. Je ne tue pas vraiment de choses en tirant, donc c'était un choix secondaire réalisable. Alan a concentré la majorité de ses forces en haut à droite du triangle de déploiement, à l'intérieur d'un grand terrain obscurant. Voyant cela, j'ai mis en place mon missile de croisière, le Warboss Warbike, pour détruire ses défenses. J'ai également positionné mes grands groupes de commandos sur chaque flanc du triangle pour des charges faciles au premier tour, ou s'ils passaient en premier, des contre-charges faciles après la mort de mes commandos. J'ai obtenu exactement ce que je voulais, et en gagnant le roll-off pour jouer en premier, j'ai jeté un coup d'œil sur la table. Mettant en place la première et la deuxième vague d'un assaut planifié, je sais que mon chef sur sa moto de guerre avec Fist of Gork peut détruire les possédés, mais je voulais une option de secours en cas d'échec. J'ai mis en place 3 charges au premier tour, et j'ai réduit son Lord Discordant à 3 points de vie avec les Boom Squig. Pendant les phases psychiques et de tir, j'ai fait tomber quelques possédés, puis j'ai réussi mes 3 chars. Le Warboss a facilement achevé l'escouade de possédés, et les commandos ont mis en place des blocs de déplacement lourds sur les forces d'Alan. Autour d'Alan, il s'est repris. Tuant le chef et les commandos, il a ensuite attaqué des forces à l'autre bout de la table avec 2 Chaos Spawn après m'avoir montré ce que fait Cypher pour marquer Behind Enemy Lines via sa capacité de revenir en réserve stratégique. Je me bats à mort afin d'infliger 3 blessures à Abaddon. C'était un tour productif, mais pas suffisant. Durant mon tour, la deuxième vague arrive. J'ai nettoyé le spawn et Cypher de l'autre côté du terrain. J'ai forcé Gaskull dans Abaddon pour une autre sécurité de 3 points de vie. Le Lord Discordant à 5 points de vie survit à l'assaut des Meganobs buffés par Gaskull. Au tour suivant d'Alan, j'ai deny la tentative de son maître de possession pour soigner Abaddon, bien qu'il ait utilisé le trait de l'Alpha Legion pour qu'Abaddon se replie et tue le Battle Wagon. Les réserves d'Alan entrent en jeu et ne parviennent pas à tuer d'unités ni à voler d'objectifs. À ce stade, il me reste trop d'unités et la dernière vague s'abat sur le reste de son armée. La partie est essentiellement terminée, ce qui m'a permis de remporter une énorme victoire et ma première grande victoire. En parlant avec Alan après la partie, il ne s'attendait pas à ce que les orques frappent si fort et si vite. Ce sera le thème d'une merveilleuse victoire d'Orktober. Victoire des Goths 100 à 64. Donc nous avons en première place le Codex Orc. Regardons le résumé de sa liste. J'adore voir des orques. Cette liste a beaucoup d'unités qui se déplacent rapidement et se déploient vers l'avant, pour contester le milieu du terrain très tôt, et beaucoup de Gretchen pour tenir les objectifs et essayer d'obtenir da good beats. On ne s'attendait pas à ce que Ben remporte l'ensemble de l'événement lors de la ronde finale. Il n'a donc pas figuré sur la table de diffusion. Mais comme il a marqué 100 points de victoire lors de la ronde finale, il a fini premier avec le départage des égalités en points de bataille. À la deuxième place, nous retrouvons le Codex Tyrannide. Dans cette liste Tyrannide, Léviathan, nous avons un bataillon. Du côté de sa capacité adaptative, nous avons l'Augmented Ferocity, qui donne un bonus de +1 à la charge. Du côté des QG dans ce bataillon, nous avons 2 neurotropes. Le premier avec le pouvoir psychique catalyste, l'Onslaught et le Paroxysme. Entrée de seigneur de guerre, le Synaptic Tendril permettant de buffer 2 fois pour la phase de psychique. En relique, le Résonance Barbe, qui lui donne un +1 pour cast et la connaissance d'un pouvoir psychique supplémentaire. Quant au deuxième neurotrope, nous retrouvons encore en pouvoir psychique le Catalyst et l'Onslaught, mais en trait de seigneur de guerre, l'Alien Cunning, lui fournissant objectif sécurisé et comptant pour 5 figurines. En troisième choix de QG, nous retrouvons l'éternel Hive Tyran ailé, avec en pouvoir le Paroxysme et le Cri psychique, en relique le Reaper d'Obliterax, bien entendu c'est le seigneur de guerre, et en trait de seigneur de guerre, Direct Guidance pour donner le +1 pour toucher. Du côté des troupes, nous avons une unité de 10 gargouilles, ainsi que 2 unités de 9 guerriers tyrannides, les deux équipés de la même manière, glandes d'adrénaline, les flèches hook, les crochets, 6 des spitters, 9 paires d'épées d'os et 3 canons venin. Du côté des élites, nous retrouvons une unité de 3 tirs en garde équipés des Bioknout et Bone Cleaver,
une unité de 3 Venomtropes et 2 unités de 3 Zoanthropes, équipées de la même manière au niveau des pouvoirs psychiques avec le Neuroparasite. Du côté des volants, nous avons l'éternel double harpie avec les Strangletorn Cannon, et non pas les canons venin lourds. Du côté de la première adaptation physiologique, nous avons les munitions voraces, afin d'infliger des 3 mortels supplémentaires à partir du moment où vous réussissez à toucher, ainsi que le Synaptic Enhancement sur la deuxième harpie. 2 grosses unités de guerriers tyrannides soutenues par quelques blocs de zoanthropes et de venomtropes. Ajoutez 2 neurotropes, un volant, avec le F-Tyran, et quelques unités de soutien à votre goût, et vous obtenez une liste de Léviathans. Nous allons voir beaucoup de cet archétype cette semaine, et peut-être même au cours de la semaine prochaine, au fur et à mesure que se dérouleront les derniers événements qui permettront d'établir les listes avant la date qu'impactera la data slate. Cette variante particulière opte pour une paire de harpies, que je déteste, principalement à cause de la façon maladroite dont elles tiennent leurs stupides fusils. Je suis sûr qu'ils sont très bien sur la table, mais je ne peux m'empêcher de penser à Danny DeVito dans It's Always Sunny. Les harpies sont susceptibles de rester dans les tyrannides post-data slate, mais les énormes blobs de guerriers beaucoup moins. Je déteste aussi le fait que nous ayons encore à nous soucier des listes de double harpie. À la 3e place de ce tournoi, nous retrouvons de nouveau le codex tyrannide. Bien entendu, comme d'habitude en Léviathan, dans un bataillon. Cette fois-ci, au niveau de l'adaptation Léviathan, il garde celle de base qui lui permet de relancer un jet pour toucher. Du côté des QG, nous avons 2 neurotropes. Le premier neurotrope avec en pouvoir psychique le Catalyst et l'Unslockt, la relique Préceptique Node, relique Léviathan, quand une unité ennemie arrive à 18 pouces du porteur, via l'étape de renfort, vous pouvez sélectionner une unité base ou personnage à 6 pouces pour tirer sur l'unité ennemie venant d'arriver. Quant au deuxième neurotrope, nous avons simplement en pouvoir psychique l'Unslockt et le cri psychique. Nous avons en dernier choix de QG le Tyran ailé, avec la glande d'adrénaline, le sac à toxines. En pouvoir psychique, nous avons le neuroparasite et le paroxysme. En relique, le Reaper d'Obliterax. Bien entendu, c'est notre seigneur de guerre. Et en trait de seigneur de guerre, nous avons Direct Guidance pour le plus 1 pour toucher. Du côté des troupes, nous avons exactement comme la liste précédente. Une unité de 10 gargouilles et 2 unités de 9 guerriers tyrannides avec les glandes d'adrénaline, les crochets, les Sidespiters, les 9 paires d'épées d'os et les 3 canons venins. Du côté des élites, nous retrouvons une unité de Tyran Guard, une unité de 3 Venomtropes, et cette fois-ci une unité de 3 Zoanthropes seulement, avec un pouvoir psychique, le cri psychique. En attaque rapide, nous avons le Parasite de Mortrex avec le trait de seigneur de guerre Alien Cunning, lui donnant l'objectif sécurisé et compte pour 5 figurines. En soutien, nous avons l'unité de 3 Biovores, afin de parsemer les petites spores mines pour infliger des blessures mortelles, ainsi que 2 unités d'un Carnifex, les deux étant équipés du canon venin lourd et de l'amélioration Enhanced Sense pour pouvoir avoir une CT à 3+. Pour résumer, plus de tyrannides, bien que le noyau soit le même, cette variation de la liste échange une pile de zoanthropes et des harpies pour quelques biovores et carnifex ainsi qu'un parasite de Mortrex. Il s'agit d'une autre liste susceptible de subir quelques changements, notamment l'abandon de quelques guerriers. Pour la 4e place de ce tournoi, nous retrouvons le codex Necron. Dans cette liste Necron, nous retrouvons un détachement Vanguard en éternel expansionniste. Du côté des Noslots, nous retrouvons une unité de 2 Cryptotrals, ainsi que 3 Canoptech Plasmacytes. En QG, nous avons la Catacombe Command Barge avec le Voltaic Staff, l'Orbe de Résurrection. En trait de seigneur de guerre, par contre, nous avons l'implacable Conqueror, qui est un trait de seigneur de guerre permettant de relancer les charges à 6 pouces autour de lui. En deuxième choix QG, nous avons l'Illuminor Zeras lui-même. Puisque nous sommes dans un détachement Vanguard, du côté des élites, nous retrouvons une autre unité de 2 Cryptotrals, 2 unités de 9 Lich Guards, chacune avec les Hyperphase Sword et les Dispersion Shield, 3 unités de Scorpec Destroyer, 2 de 6 et une de 3. Du côté des attaques rapides, nous avons une unité de 4 Canoptech Scarab Sword ainsi qu'une unité de 6 Ophidian Destroyer. Pour finir, en soutien, nous avons 2 unités d'un Locust Heavy Destroyer avec leur Ghost Destructor. Bien entendu, ne l'oublions pas, dans un détachement Suprême Command, nous retrouvons le Roi Silencieux avec son trait de seigneur de guerre, le Treyarch Will. Résumé. Et maintenant, pour une liste très performante qui sera probablement là dans un avenir proche, les Necrons. Bien sûr, les Eras ne peuvent plus, dans certains événements qui autorisaient cette utilisation, ranimer les menhirs du Roi du Silence. Mais ces unités seront probablement utilisées même après les changements de data slate. Et alors que la barge de commandement pourrait disparaître maintenant qu'elle ne peut plus effectuer certaines actions clés, donc quelqu'un d'autre devra s'occuper des anciennes machineries, cela ne change probablement pas le plan de jeu général ici, et de marquer tôt, et souvent, de forcer l'adversaire à essayer de l'arrêter. Là où cette liste diffère des listes de Necrons à forte concentration d'octane, c'est qu'elle est beaucoup plus axée sur la mêlée, troquant presque tous les scarabées pour des scorpèques et des destructeurs ophidiens. Ils peuvent faire plus que se faire tuer lorsque l'armée arrive au milieu de la table.
Les 2 unités de Lichguard sont également un ajout peu commun. Ils donnent à l'armée une excellente unité pour intimider les autres unités lourdes hors des objectifs. Passons au best of the rest. À la 5e place, nous avons Junior Affleji en Blood Angel. 6e place, Matthew Geyer en Chaos Demon. 7e place, Jason Kavetsky en Imperial Knight Freeblade. 8e place, Kyle Perry et ses Arlequins en Darksiders. Mais alors, il est où le Lightsiders? 9e place, Mike McTire en Blood Angel, sans Whirlwind ici. 10e place, Jason Flanzer en Necron Eternal Expansionniste. 11e place, Sin Naden en Goff, avec Gascule. 12e place, Timothy Buta en High Fleet Léviathan, donc Tyrannide. 13e place, Chris Wallace en Tyrannide Léviathan avec un spam de guerrier. On va dire que c'est sa dernière, que l'on verra disparaître sous peu. Et enfin, 14e place, Jay Eggett en Emperor Children, avec un Predator Annihilator.